je ne fais pas de l'inscription, de la transcription. Voilà. Adrien, il me semble que tu es la seule avec la caméra ouverte. Et donc, je voudrais juste te dire que j'enregistre les cours. Donc, si tu veux fermer ta caméra, pas de souci. Il n'y a pas de problème pour moi. C'est parce que je pense que pour le professeur, c'est un peu triste de ne voir personne. Hein? Oui. Et ouais. J'ouvre ma caméra pour ça, pour penser en le professeur. Mais si tu préfères, je peux fermer ma caméra. Non, 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 ça va. Juste si nous avons des soucis par rapport à la transmission, parce que plus de caméras ouvertes, le système travaille plus lentement. Mais sinon, je te remercie la considération avec moi. Et c'est juste parce que quand j'enregistre et puis je partage la vidéo sur YouTube, peut-être si ça te gêne d'avoir ton image sur la vidéo, je te prévenais. Ça, c'est pas un problème, hein, professeur, parce que j'ai des programmes dans le YouTube, je travaille avec le peuple, donc ça, c'est pas un problème pour moi. Hein. Ah, d'accord, super. Donc, voilà. Et je commence avec ce message-là aussi. Donc, je continue la même méthode dans ce système à distance. Donc, nous avons cours une fois par semaine. Ce sera la plupart du temps le mardi à 10 h, de 10 h à midi. En plus, je vais chercher des conférences, des cours vidéo déjà prêts, disponibles sur Internet, comme du matériel complémentaire, n'est-ce pas? Podcast aussi. Dès que je trouve quelque chose qui ça nous intéresse au cours, je partage avec vous. Et sinon, on va se limiter à un cours synchrone, une fois par semaine, normalement le mardi à 10 h, de 10 h à midi. Si je ne me trompe pas, je ne me souviens pas très bien s'il y aura un jour férié mardi pendant ce semestre. Si nous avons un jour férié mardi, on compense le cours jeudi, d'accord, le même horaire. Je ne fais pas les contrôles de présence et donc je vous laisse libre, comme Adrien, pour laisser la caméra ouverte ou pas. Ça dépend de vous. La participation aussi est encouragée et libre. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, à me dire si je parle trop vite. En général, je ne parle pas trop vite. Donc, je parle lentement et normalement, ça, ce n'est pas un problème. Et normalement, je ne fais pas le contrôle de présence, mais j'enregistre les cours et je les télécharge sur YouTube. Et après les cours, je partage les liens sur YouTube avec ceux et celles qui n'ont pas suivi les cours synchrones, n'est-ce pas? Comme ça, vous pouvez regarder les cours plus tard ou, si vous voulez, regarder encore une fois les cours si ça vous intéresse et si vous avez le temps. Cela dit, je voudrais entrer déjà dans le vif du sujet. Et avant de partager le programme, je vais dire juste un mot. Je ne sais pas si parmi vous, dans ces groupes, il y a ceux et celles qui ont commencé les cours de roman avec moi et l'ont arrêté pour une raison quelconque. Et j'avais, ça c'est systématique déjà dans mes cours. Je travaille de plus en plus avec la littérature plutôt contemporaine ou plutôt moderne. Les cours de panorama
comme c'est un panorama de la littérature française, j'essaye de couvrir au moins 2 siècles. Ce semestre, les cours de panorama, je vais couvrir le 19e siècle et le 20e siècle, avec une comparaison ou une petite introduction à propos de Rousseau comme pré-romantique, pour justifier le romantisme du 19e siècle. Dans ces cours de roman, là, je ne fais pas très attention à l'histoire du roman. C'est-à-dire que je ne vais pas couvrir une période sur l'histoire du roman, les transformations du roman. Et vous allez voir que je choisis des livres assez contemporains. Il y a 2 livres qui ont été publiés en 2020, par exemple, et les autres, voyons ici, il y a un livre de 2000 et un autre livre de 1997. Donc, vous voyez que on va lire des romans les plus vieux, c'est de 25 ans, plus ou moins, n'est-ce pas? Parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt les questions posées par cette littérature contemporaine. Ce sont des questions plus contemporaines, plus proches de nous, qui nous touchent d'une façon ou d'une autre. Mais je profite ces romans aussi pour parler de la structure du roman qui n'est pas intemporelle complètement, mais il y a quelque chose qui nous aide à définir, qui nous permet, quelque chose qui nous permet de définir un livre comme un roman, et pas comme une poésie, pas comme une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Donc, et en plus, pour ce cours, on aura des romans contemporains et nous allons lire 4 romans ensemble. J'ai bien choisi par rapport à la taille aussi, donc j'imagine que vous n'allez pas être surchargé avec la charge de lecture. Donc je pense quand même à 3 semaines, 4 semaines pour chaque roman. Et un autre aspect, et peut-être ça c'est l'aspect le plus nouveau, le plus surprenant pour ceux qui ont commencé les cours de roman et arrêté à un moment donné avec moi, c'est la division de 2 romans sur une thématique et 2 romans sur une autre. Donc, on va laisser de côté l'aspect historique du roman, c'est-à-dire l'évolution historique du roman. On ne va pas travailler sur cet aspect. On va travailler sur l'aspect contemporain du roman et en plus une relation avec 2 thématiques différentes. Si vous avez jeté, je partage déjà l'écran ici et ça vous aide à visualiser ce dont je parle. Voilà, ici vous avez le programme projeté. Et avant de lire le syllabus du cours, je vous montre ici le programme. Et c'est dommage, de cette façon, j'arrive pas à je mettre en vert juste pour vous faire voir les thématiques, les 2 thématiques. Voilà. Voilà. Donc ici, le programme de lecture littéraire et les cours sera divisé en 2 parties, en 3 parties. L'introduction avec les aspects structurels du roman et puis 2 romans sur la thématique littérature et féminisme
et la Shoah et la post-mémoire. Féminisme, c'est plus clair, n'est-ce pas? Je vais vous introduire aussi à une littérature plutôt théorique à propos du féminisme, qui va nous aider en fait à faire ce pont ou cette liaison entre une réflexion théorique, une réflexion culturelle de notre moment présent, le féminisme, et de l'autre côté, comment on retrouve représenté ce débat autour des féminismes au pluriel dans la littérature contemporaine. Et comme ça, nous aurons d'abord Djali Amadou Amal avec le livre Les Impatientes. Le livre Les Impatientes, peut-être vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler du prix Goncourt, n'est-ce pas? Les prix Goncourt en France, c'est les plus célèbres prix littéraires en France. C'est comparable à notre prix Jabuti. Mais moi, je dirais que le prix Goncourt en France, c'est encore plus célèbre et encore plus célébré par les médias, par la société. C'est quelque chose de vraiment puissant, culturel, ancré dans la société française. C'est-à-dire que à l'entrée scolaire en septembre, octobre, il y a la rentrée littéraire et il y a toute une publicité autour du prix Goncourt qui est normalement annoncé en novembre. Et maintenant, nous avons, je profite les sujets pour faire de la publicité, car je ne sais pas si vous connaissez le professeur Anna Helena Ross, qui est professeur de traduction du français aussi. Nous avons un projet avec l'ambassade de France autour du prix Goncourt Brésil. C'est-à-dire qu'à chaque année, l'ambassade de France nous invite à lire les 4 finalistes du prix Goncourt de l'année précédente. Ce n'est pas de l'année en cours, mais de l'année précédente. On forme un groupe avec des élèves pour lire et débattre ces romans. Et puis, on fait une fiche de lecture pour évaluer les romans et on élit un possible vainqueur de ce prix Goncourt Brésil. C'est une stratégie de l'ambassade de France de la diffusion ou pour la diffusion de la littérature et de la culture française partout dans le monde. Et en plus, c'est pas seulement à l'UNB que ça fonctionne. Il y a maintenant tout un réseau de 11 universités au Brésil. Et puis, on fait ensemble un rendez-vous pour ensemble décider quel est le vainqueur du prix Goncourt Brésil. Et l'année dernière, c'était en décembre, la cérémonie du prix Goncourt Brésil a eu lieu pendant la fête littéraire de Paraty. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi je parle je vous raconte cette histoire? Parce que les romans Les Impatientes était un des finalistes du prix Goncourt 2020, mais il a remporté le prix Goncourt lycéen, c'est-à-dire les étudiants de lycée qui lisent les romans indiqués au prix Goncourt ont élu Les Impatientes comme les meilleurs romans de l'année. Et l'autre, c'est Thésée, sa nouvelle vie de Camille de Toledo, était aussi un autre des finalistes de ce prix Goncourt 2020. Donc, vous voyez ici, nous avons deux livres finalistes du Goncourt 2020. Malheureusement, aucun de ces 2 livres n'a remporté la victoire, mais ce sont des romans très intéressants, raison pour laquelle je les ai choisis pour les étudier ici avec vous.
Et l'autre, c'est donc Les Impatients. C'est l'histoire autour. Nous avons en fait 3 voix féminines. Le livre des romans est partagé en 3 parties. Chaque partie, c'est la voix d'une personnage féminine dans la culture musulmane et qui raconte leur vie liée au mariage. Et vous allez voir tous les enjeux, les questions autour de ce problème du mariage et de la relation homme et femme ou épouse et mari dans cette culture musulmane. Le livre L'événement de Dany Erno, c'est un récit autobiographique dans lequel elle raconte l'expérience d'un avortement dans les années 60. Une période dans laquelle l'avortement était interdit en France, dans toutes conditions. Donc, elle a subi un avortement clandestin et c'est un livre hyper impactant. Donc, vous avez ici 2 livres autour de ces questions du féminisme, questions féminines, etc. Et donc, c'est le sujet de cette première partie du cours, littérature et féminisme. La deuxième partie, peut-être, est, je dirais, pardon, avant d'entrer dans cette deuxième partie, Anna-Caroline, il me semble que tu as levé la main et tu veux me poser une question ou est-ce que j'ai déjà répondu? Comment puis-je participer au groupe de lecture du prix? Jusqu'à l'année dernière, c'était l'invitation et l'intérêt. C'était un peu comme ça, parce qu'on n'avait pas d'autres méthodes d'invitation. Et en fait, pour cette année, on va faire un cours d'extension. Donc, on va s'inscrire sur le système de cours d'extension de l'UNB. Et puis, on va partager l'information. Vous vous inscrivez parce que nous nous sommes rendus compte, Anna Ross et moi, que la participation dans le groupe et la lecture des romans, la discussion, etc., ça vous prend un temps important de votre vie. C'était une expérience importante. Vous avez un certificat de l'ambassade aussi, mais pour votre vie académique, il n'y avait pas de en retour, je dirais, comme ça. Et là, comme vous avez, je ne sais pas combien d'heures d'extension à remplir pendant votre formation, on va inscrire ces groupes dans le système d'extension de l'UNB. Vous vous inscrivez, vous participez jusqu'à la fin et vous aurez, si je ne me trompe pas, en fait, on va décider si 30 ou 60 heures. En fait, 30, 45 ou 60 heures d'extension. D'accord? Donc, pour cette année, comme là, on vient de commencer le semestre, je ne suis pas, je n'ai pas eu des rendez-vous avec Anna Ross pour décider ces questions et quand est-ce qu'on va commencer. Parce que nous avons déjà les 4 finalistes de l'année dernière et nous avons aussi le résultat. Je ne me souviens plus exactement les noms de l'écrivain, ni, si je ne me trompe pas, il est sénégalais, il n'est pas français. Et donc, il faut qu'on se décide sur les dates, etc., et les détails du cours, mais ne vous inquiétez pas que je vous laisse savoir à propos de ces groupes d'extension et de l'inscription. Et comme vous savez, c'est gratuit, il faut juste vous inscrire et participer. OK? Voilà, j'ai fait la publicité de cette initiative notre initiative avec l'ambassade de France.
c'est quelque chose de très intéressant à mon avis. Et sinon, ici, j'ai deux thématiques peut-être inconnues de vous, la Shoah et la post-mémoire. C'est quelque chose que j'étudie moi-même dans mes recherches à présent. La Shoah, peut-être c'est un terme que vous ne connaissez pas ou vous avez entendu parler une fois ou une autre. C'est un terme là, je ne sais pas si c'est du Yiddish, la langue des Juifs, ou de l'hébraïque. C'est le terme qu'ils préfèrent utiliser au lieu d'utiliser Holocauste. Holocauste, vous connaissez bien, c'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'assassinat des Juifs par les nazis en Allemagne et en toute Europe. Et la différence, c'est que le terme Holocauste, il signifie plutôt sacrifice. C'est comme si, et quand on prend cette idée du sacrifice, c'est comme si les Juifs auraient donné leur vie en sacrifice pour ce qui s'est passé. Et donc, c'est une idée un peu, une idée qui n'est pas correcte, parce qu'ils n'ont pas choisi la fin, la mort, la solution finale des nazis. Et Shoah, c'est plutôt la barbarie, la catastrophe. C'est un terme qui est plus adéquat à ce qui s'est vraiment passé aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on va parler un peu de la Shoah et de la littérature historique et théorique autour de cette thématique. Donc, je vais vous introduire dans le débat autour de, par exemple, il y a tout un courant qui essaye de comprendre la Shoah, l'Holocauste, comme une expérience extrême de la barbarie, de quelque chose qui pose un problème à la littérature et à l'art en général, qui est le problème de la représentation. On va entrer dans ce débat. C'est un débat un peu complexe mais passionnant en même temps. La représentation ici, c'est l'idée de comment on représente cette situation vécue, n'est-ce pas? Et il y a un problème de départ dans cette idée-là, c'est que les gens qui ont vraiment vécu l'expérience des camps de concentration, ils n'ont pas survécu pour raconter. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous avons, on va dire, les témoignages et les récits sur l'expérience extrême, peut-être ils n'ont pas survécu. Ils ne sont pas encore vivants pour raconter leur expérience. Donc, il y a un problème là-dessus, on va dire une limitation de l'art pour représenter vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est autour de cette thématique qu'on va entrer. Et à partir de cette idée de la Shoah, du fascisme et du nazisme, on va entrer dans ce thème de la post-mémoire. La post-mémoire, c'est quelque chose de très intéressant. Et pourquoi parler de la post-mémoire après la discussion autour de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, de l'Holocauste? Parce que cette théorie de la post-mémoire va s'occuper de cette génération après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire des écrivains et écrivaines, des artistes qui n'ont pas vécu l'expérience de la guerre et de la Shoah, c'est-à-dire qu'ils sont nés après ces moments historiques, mais ils sont profondément marqués par ces événements. C'est-à-dire, assez souvent, cette marque ou cette influence de cette période
a été transmise par la famille, par les témoignages, par les études, les archives, etc. Et ça marque, d'une certaine façon, leur vie. Et assez souvent, pour vous donner un exemple peut-être plus clair, il y a des chercheurs, des étudiants, etc., qui utilisent cette théorie pour parler de la littérature brésilienne après la dictature militaire, par exemple. Donc, vous voyez, toute une génération d'écrivains et écrivaines qui sont nés, ou toute une génération qui est née après la dictature. Donc, ils n'ont pas vécu la période de la dictature, mais ils écrivent aussi à propos de la dictature et assez souvent influencés par la famille, peut-être un grand-père ou un père ou une mère qui était disparu pendant la dictature, comme, je ne sais pas si... il est là. Ce livre-là, c'est un livre de littérature brésilienne. C'est le Relato de uma busca do Bernardo Cassis. Et c'est à propos de sa sœur disparue pendant la dictature militaire brésilienne. Donc, et pourquoi cette thématique? Parce que les romans d'Ora Bruder, de Patrick Modiano, et Thésée, sa nouvelle vie, de Camille de Toledo, vont parler direct ou indirectement de ces questions-là liées aux Juifs, à la Shoah, au nazisme, à la Deuxième Guerre mondiale. Si je ne me trompe pas, les deux écrivains, Camille de Toledo et Patrick Modiano, sont juifs. Et assez souvent, les Juifs sont assez liés encore aujourd'hui aux études et aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. N'est-ce pas? Ça revient assez souvent au cinéma, dans la littérature, etc. Et le roman d'Ora Bruder, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà lu les romans dans les cours de panorama avec moi ou dans les cours de romans, si vous n'avez pas fini les cours, parce que j'ai déjà indiqué ces romans pour la dissertation. Et en fait, c'est un roman peut-être facile à lire, il n'est pas long, il est long de 90 pages, quelque chose comme ça, mais il est d'une telle complexité que je préférais travailler ensemble pour vraiment explorer toutes les possibilités de ces romans. Et pour vous donner une idée, les narrateurs du roman, c'est Patrick Modiano, c'est-à-dire que le narrateur est l'écrivain. Et en fait, il cherche les informations sur Dora Bruder, qui est une fille qui a vraiment existé. C'était une jeune fille juive, je ne sais pas si elle était française ou émigrée. Je ne me souviens pas de ces détails. Mais qui vivait en France, à Paris, avec ses parents pendant la guerre, et qui disparaît. Donc, elle disparaît et ses parents la cherchent, mais ne la trouvent pas. Et donc, des années plus tard, Patrick Modiano entend parler de cette fille, s'intéresse à son histoire et il va chercher des informations sur cette jeune fille dans les archives à Paris, des écoles. Il cherche les traces de cette jeune fille. Et donc, les romans, c'est la recherche de l'écrivain à propos de cette jeune fille disparue. Donc, vous pouvez imaginer la complexité de ces romans. Donc, quel est le statut fictionnel de ces romans? Ou est-ce que la fiction définit les romans ou les romans, c'est quelque chose qui dépasse la fiction?
ce sont des questions qu'on va se poser pendant ce semestre. Et le dernier, Thésée à sa nouvelle vie, c'est à propos d'un narrateur aussi qui va raconter son histoire après le suicide de son frère. Et donc, il décide de quitter la France et partir en Allemagne cherchant une nouvelle vie ou à refaire sa vie. Et donc, et vous allez voir, c'est les romans les plus longs qu'on va lire ensemble. Peut-être, je sais pas, peut-être les plus complexes, mais peut-être les plus émouvants aussi. D'accord, les plus touchants. Et vous allez voir, je ne sais pas si, je sais pas si cette comparaison est une bonne comparaison, mais il m'a fait penser à propos de la structure au Peso do Pássaro Morto, un livre qui est devenu célèbre ici récemment dans la littérature brésilienne. Parce qu'il y a des moments que ça ressemble à un poème. D'accord, et on va voir qu'il y a dans son langage un aspect assez musical, poétique, émotif, très fort. C'est un livre, en fait, dans le groupe l'année dernière, ici à l'UNB, nous avons élu Thésée, sa nouvelle vie, comme le meilleur des cadres finalistes de 2020. Mais malheureusement, dans les débats avec les autres universités, c'est l'Anomalie, un autre roman qui a remporté la victoire au Brésil. Et c'est le roman qui a remporté la victoire en France aussi. Mais c'est un roman un roman intéressant, mais un peu science-fiction, mais qui était intéressant. Je ne vais pas entrer dans un autre roman qui n'est pas objet de notre analyse ici. Mais vous allez voir donc que je parlais de Thésée, sa nouvelle vie, qu'il y a des questions liées aussi à ce problème d'être juif. Tout ce qui vient, tout ce qui en découle, tout ce qui vient avec pour quelqu'un qui vient après, n'est-ce pas? Même si ils sont un personnage qui est déjà un peu éloigné de cet événement historique, la Deuxième Guerre, l'Holocauste, etc., qui est déjà éloigné historiquement, mais qui subit encore l'influence ou les traumatismes ou quelque chose je veux dire innommé, qu'on n'est pas capable de nommer, de dire de quoi il s'agit. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est pour les romans qu'on va lire ensemble. Pardon, je reviens ici. Est-ce que vous avez des questions à me poser avant de continuer ici? Non? Ok. Je vais juste voir combien nous sommes là, dessus. Nous sommes 14, c'est bon. Et donc, ici, nous avons les objectifs du cours, les romans français, je zoome encore. Ici. Donc, Cinch, est-ce que tu as une question à me poser? Non. D'accord. Et donc, les romans français étudent à travers des méthodes critiques variées des œuvres représentatives des différentes tendances du roman en France du 16e au
XXIe siècle. En fait, comme je vous ai dit, parce qu'ici, c'est la structure du cours, n'est-ce pas? Et chaque professeur décide plus ou moins comment découper ou comment découper ce qui est possible de travailler pendant un semestre. Et donc, je laisse de côté l'aspect historique. Par contre, je vais le dire ici juste pour le pour le dire, les objectifs. C'est étudier quelques-uns des principaux types romanesques à l'intérieur du genre. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Même si on laisse de côté l'aspect historique, on sera capable de voir les différents aspects du roman. Par exemple, l'événement d'Annie Ernaux, c'est un récit autobiographique. Donc, il y a cette coïncidence entre l'écrivaine et la narratrice, n'est-ce pas? Et le personnage. Donc, ça, c'est un récit autobiographique. Le roman de Djali Amadou Amal, c'est basé sur son expérience personnelle parce qu'elle a subi la violence conjugale, elle a subi un mariage forcé, donc, mais par contre, elle utilise son expérience personnelle pour faire de la fiction, n'est-ce pas? Et puis, nous avons Modiano, qui, ce n'est pas vraiment un récit autobiographique, parce qu'il ne va pas parler de sa vie, il va parler de la vie de Dora Bruder, cette jeune fille, mais en même temps, vous allez voir, il n'arrive pas à trouver beaucoup d'informations sur Dora Bruder, et donc, le livre n'est pas forcément une biographie de Dora Bruder. C'est quelque chose entre la biographie de Dora Bruder et un récit à propos de la recherche du narrateur. D'accord? C'est quelque chose de très moderne dans la littérature contemporaine. Thésée, sa nouvelle vie, aussi utilise des aspects de la vie de l'écrivain. Nous avons ici Camille de Toledo, c'est un pseudonyme de l'écrivain. Ça, c'est encore un autre élément d'un écrivain qui se présente au public. Ce n'est pas une façon fictionnelle de se présenter, mais c'est déjà un personnage, c'est-à-dire une personne, pas vraiment un personnage, mais une persona, comme on dit, qu'on crée pour jouer en public. C'est une espèce de mise en scène de l'écrivain en public. Et le personnage, il n'y aura pas de coïncidence du nom du personnage avec l'écrivain. Par contre, il y a des éléments de la vie de l'écrivain qui sont présents dans ses romans aussi. Donc, vous voyez, il y a toute dans les livres de Camille de Toledo, de création, d'invention des mémoires, des souvenirs. Donc, vous voyez qu'il y a des aspects romanesques importants à travailler. Et je continue ici, analyser certaines des œuvres significatives au sein de l'histoire française, ainsi comme connaître ses auteurs majeurs. Donc, ces côtés-là, je laisse tomber. Mais si vous voulez, je peux vous indiquer aussi, si vous vous intéressez à l'histoire du roman, si vous voulez lire quelques classiques du roman français, il y a ici dans le programme quelques indications et je peux vous indiquer autres si vous voulez. Approcher les techniques de la narration, ça c'est quelque chose qu'on va voir d'abord dans l'introduction de façon théorique, et puis ces questions techniques vont revenir au moment de la discussion des romans. Et comme vous savez, j'aime bien choisir
j'aime bien faire les deux choses. Discuter certaines thématiques globales, des romans, mais aussi j'aime bien prendre un morceau, lire ensemble et à partir de ce morceau du texte, expliquer quelques détails. Donc on va faire des devoirs, la technique, mais aussi des thématiques générales. Approcher les enjeux de l'histoire littéraire française en rapport avec l'histoire sociale et politique de la France. Et ça, on va réussir à faire avec les deux thématiques, le féminisme et la Shoah et la post-mémoire. Comprendre la constitution du genre littéraire roman en langue française et ses caractéristiques au cours du temps. Ça, on va réussir à faire aussi. Cette constitution du roman. Étudier et analyser quelques œuvres significatives au sein de la littérature française. Et en plus, ce n'est pas parce que il ne s'agit pas des classiques du canon littéraire français, parce que ce sont des livres récents, ce sont des livres, des œuvres significatives de la littérature française. Parce que, comme je vous ai dit, je descends ici, Djali Amadou Amal, avec des impatientes, a remporté les concours des lycéens. Annie Ernaux, je ne sais pas si elle a reçu, mais elle a reçu un prix avec l'événement. Je ne sais pas si elle a remporté le concours. Il faut vérifier. Mais il s'agit d'une écrivaine qui a remporté plusieurs prix. Patrick Modiano, je ne sais pas s'il a remporté le concours, mais il a reçu les Nobel de littérature quelques années avant. Je ne sais pas s'il est en 2004, quelque chose comme ça. Donc nous avons Patrick Modiano, prix Nobel de la littérature. Et Camille de Toledo, qui n'a pas remporté le prix concours de 2020, mais qui était entre les 4 finalistes. C'est-à-dire que là, nous avons en face de nous plusieurs œuvres significatives de la littérature française contemporaine. Et connaître ces auteurs majeurs, je peux vous en parler un peu, et introduire les techniques d'observation littéraire et de l'exposé oral, parce qu'on aura normalement notre dissertation finale qui commence aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme vous savez, la dissertation commence au début du semestre et termine à la fin du semestre. Et voyons ici, Annie a reçu le prix Renaudot. Ah voilà, merci Anatole pour La Place. La Place, c'est un roman que j'ai vu plusieurs des connaissances des gens que je connais sur les réseaux sociaux, dire qu'il disait ce livre important. Donc, c'est un livre important et connu aussi. Voilà, merci Anatole. Et donc, je descends encore le programme. J'ai déjà parlé de ces thématiques-là, l'introduction, la littérature et la Shoah. Pour ceux qui ont suivi des cours de critique avec moi le semestre dernier, je vais utiliser quelques textes théoriques de la critique pour le débat autour du sujet. Donc, voilà. Comme vous savez, la dissertation, ou avant de parler de la dissertation, je vais vous demander une activité à propos de chaque roman. Et chaque activité vaudra 12 points techniques, la totalité de 50 points, et autour de la dissertation, 50 points. Je vous montre ici la distribution de points après. Celle-ci, en fait, je peux vous montrer déjà autour de la dissertation. Donc, le séminaire des œuvres, 5 points, la participation. Je ne vais pas vous évaluer là-dessus. Si vous participez, vous précisez
vous savez, la participation peut être dans l'activité synchrone de débat avec les camarades de cours. Si vous ne pouvez pas être présent dans la séance de débat, vous pouvez envoyer jusqu'à la veille un commentaire ou une question, quelque chose pour participer du débat de façon asynchrone. D'accord? Donc, je vais compter l'envoi préalable prévu d'un commentaire écrit ou la participation synchrone pendant la séance de débat. Voilà. Et puis, nous avons 2 points pour le sujet de la bibliographie, c'est pareil. 2 points pour la problématique, 2 points pour le temps, 4 pour l'introduction et 25 points pour le texte final. Et puis, nous avons l'exposé oral qui vaudra 10 points. Et vous avez ici des critères d'évaluation pour la dissertation écrite et pour l'exposé oral. Rien n'a changé. Je vous laisse lire ça après. Si vous avez des questions, vous me les posez quand vous voulez. Parce que on va reparler de la dissertation encore et encore. Donc, raison pour laquelle j'ai envoyé hier la vidéo sur la dissertation. Je vous laisse regarder, pour ceux qui ne connaissent pas encore les détails, je vous laisse regarder la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, je peux en parler dans un prochain. D'accord? Parce que aussi, toutes ces activités sont remises par la plateforme Teams, comme d'habitude. Et dans chaque activité, il y a aussi les instructions, les consignes de comment faire chaque étape de la dissertation. Et un peu plus proche de chaque étape, j'explique un peu plus pour éviter ici de parler excessivement sur la dissertation et vous faire peur, parce que c'est ça qui arrive assez souvent. D'accord? Mais c'est ça, c'est un travail en fait. Un travail écrit de 5 pages. Là, je commence à travailler comme ça. 5 pages. Pas plus et pas moins. Je pense que c'est la taille possible pour faire une réflexion, une bonne réflexion. Et ce que je fais, c'est de vous accompagner pendant la production de ce travail. Au lieu de vous demander un travail débrouillé, je participe en vous donnant des conseils pendant la réflexion et l'écriture de ce travail. Donc, pour l'instant, je remonte ici pour vous indiquer quels sont les romans à choisir pour la dissertation ce semestre. Nous avons Leila Slimani, Chanson douce. C'est un roman avec lequel j'ai travaillé dans la discipline des romans en 2020. Et comme vous voyez, c'est encore un prix Goncourt. Et c'est un roman assez intéressant. C'est un roman, à mon avis, facile à lire. C'est super, un académien. Donc, je vais vous laisser les liens sur Google Drive et vous mettez votre nom devant le roman que vous voulez, que vous choisissez, n'est-ce pas? Sinon, les romans sont déjà disponibles. Dans 2 minutes, je vous montre l'organisation des fichiers sur Teams pour vous situer un peu. Mais avant, je parle de romans ici. Donc, nous avons Chanson douce. C'est un roman fictionnel, assez classique, je dirais, dans la forme, n'est-ce pas? Il y a un narrateur, les personnages, les notions de temps, espace sont assez claires, mais c'est un roman assez touchant, assez intéressant aussi, qui nous pose
des questions hyper intéressantes. Nous avons Jean-Marie Leclésio avec l'Africain, qui est un roman autobiographique ou autofictionnel, dans lequel le narrateur, qui est l'écrivain, va parler de son père, de son enfance. Et c'est très intéressant aussi. Leclésio aussi a un prix Nobel de littérature. Nous avons encore Michel Houellebecq. Je laisse ici l'extension du domaine de la lutte. C'est un roman que j'aime bien. Houellebecq a aussi reçu le prix Goncourt, mais pour La carte des territoires. L'extension du domaine de la lutte, c'est le premier roman de Michel Houellebecq. C'est un roman intéressant dans lequel il y a je dirais une thèse, c'est-à-dire une idée centrale du néolibéralisme appliqué aux relations sexuelles ou affectives. C'est-à-dire cette idée de l'extension du domaine de la lutte, c'est cette lutte qu'il y a dans le libre marché. Il y a une espèce de libre marché aussi avec la concurrence dans les relations affectives. Mais vous allez voir, si vous ne connaissez pas Michel Houellebecq, c'est un écrivain très polémique qui touche assez souvent à des questions comme racisme, des questions sexuelles, et assez souvent pas du bon côté. D'accord? Je vous préviens déjà, c'est quelqu'un de polémique, et assez souvent, il choisit d'être de l'autre côté. Raison pour laquelle, assez souvent, il est accusé de racisme, de misogynie, mais c'est un écrivain important, lu, et un autre aspect important de la littérature contemporaine. Les écrivains occupent les débats publics, ou ce qu'on peut appeler la sphère publique, c'est-à-dire qu'ils sont connus un peu partout, ils vont à la télé, ils participent à des émissions télévisées, etc. Ils donnent leur opinion, et Michel Houellebecq, c'est quelqu'un qui se confond ou qui fait confondre assez souvent les personnages de ses romans avec lui-même. Et donc, assez souvent, on ne sait pas très bien si c'est une idée du personnage ou même du narrateur ou de l'écrivain, si l'écrivain compatit ou partage les mêmes idées de ses romans. N'est-ce pas? Parce que la fiction nous permet de créer, par exemple, un personnage raciste. Cela ne veut pas dire que l'écrivain est aussi raciste. Mais Michel Houellebecq aime bien faire confondre ces instances. Raison pour laquelle il est polémique, et il fait vendre ses livres. Et Marguerite Duras, peut-être c'est le classique, le plus classique de ces romans-là. L'amant, j'ai déjà aussi mis, je ne sais pas, Caroline, Anna Caroline, je ne sais pas, il faut vérifier si c'est son premier roman, je ne pense pas, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de son premier roman. Mais si je ne me trompe pas, elle a reçu des prix aussi avec l'amant. Et c'est un roman aussi intéressant pour plusieurs questions. Une différence culturelle, la place de la femme dans la société, quoi d'autre. Il y a un érotisme assez fort dans ces romans, qui est intéressant aussi. Donc, pour la dissertation, vous devez choisir un de ces romans, le lire. Là, nous sommes le 18 janvier et on aura le séminaire à propos de ces œuvres le 15
le 15 février. Donc, vous avez plus ou moins un mois pour lire le livre et le débattre ici. La séance de débat sera comme je fais d'habitude. Tous les étudiants et étudiantes ayant choisi le même roman, on va faire une réunion ensemble. Je vais vous laisser débattre ensemble et j'entre dans les groupes, je passe par les groupes, je vous écoute, je débat avec vous, je partage des opinions avec vous et je fais ce tour de table, c'est-à-dire je passe par chaque groupe, je participe un peu et je passe au groupe suivant pour vous écouter et contribuer au débat aussi. Et puis, nous avons aussi je viens de réaliser ici que j'ai écrit en portugais, chronogramme. Je vais corriger ça après. Donc ici, je vais essayer de suivre sérieusement ces plans de cours pour permettre la bonne discussion et pour qu'on arrive au dernier roman avec du temps pour le discuter aussi. Donc aujourd'hui, c'est juste la présentation du cours. La semaine prochaine, le 25, je vais faire un cours sur les aspects structurels du roman. Je vais vous montrer dans les fichiers où vous pouvez trouver cette bibliographie complémentaire. Je ne vais pas vous demander la lecture de cette bibliographie théorique autour du roman. Ce sera une bibliographie complémentaire et une bibliographie que vous pouvez utiliser aussi pour la dissertation. Donc, je vous donne ici une bibliographie théorique qui vous sert à la dissertation aussi. D'accord? Mais la question, c'est pourquoi je ne vais pas vous demander la lecture de ce texte théorique. Parce que dans ces premiers mois, vous devez vous concentrer sur la lecture du roman de la dissertation et du roman de Djali Amadou Amal, Les Impatientes. Parce que c'est comme ça. C'est pas... Comme vous savez, nous avons un semestre plus court de 90 jours. Et en plus, je vous explique aussi quelque chose ici. À la fin du semestre, j'ai prévu les derniers cours le 19 avril. Mais comme vous savez, le semestre finit vraiment le 5 mai. C'est-à-dire que je vous laisse 2 semaines pour terminer la dissertation et l'exposé oral sans avoir cours en même temps. Parce que je me suis rendu compte que ces derniers cours, une fois que vous devez finir la dissertation, ils ne sont pas très productifs, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous n'avez pas le temps de lire ou de participer au cours, parce que c'est important et la dissertation, je reconnais, qui n'est pas un travail simple. Et donc, j'ai décidé d'organiser les plans du cours, le chronogramme du semestre, en vous laissant libre les 2 dernières semaines de cours. D'accord? Et comme ça, vous avez le temps de terminer la dissertation, de faire l'exposé oral sans vous stresser excessivement. Un minimum de stress sera présent toujours, n'est-ce pas? Mais excessivement, on peut éviter. Raison pour laquelle, donc, ce premier mois de janvier, vous devez lire 2 romans ensemble.
les impatientes et les romans que vous choisissez pour la dissertation. Comme vous savez, les romans de Djali Amadou Amal est un roman de lecture rapide. Vous allez voir, le langage n'est pas très compliqué. Et en plus, les termes d'autres cultures, ils sont expliqués dans les textes. Parce que les termes qu'elle apporte de sa culture musulmane sont traduits ou expliqués. Et le langage est assez simple. Moi, j'explique les langages simples aussi pour le choix des lycéens. C'est un roman qui communique facilement, qui transmet, qui communique cette expérience du mariage et de la violence conjugale de façon directe et simple. Donc, c'est un roman que vous allez lire rapidement et avec peu de difficultés. Par contre, les romans de la dissertation, et comme vous savez assez souvent, les romans de la dissertation, j'ai choisi des romans pas très longs non plus. L'Africain fait moins de 100 pages, si je ne me trompe pas. L'extension du domaine de la lutte, 100 pages et quelques. L'amant, peut-être un peu plus long, mais n'est pas très difficile à lire non plus. Et Chansons douces, si je ne me trompe pas, il fait presque 200 pages, mais c'est un roman facile à lire aussi. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui choisiront Chansons douces, c'est facile à lire. C'est un roman qu'on commence à lire, on n'arrête plus, et c'est facile à lire et à comprendre. D'accord? Et voyons ici. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je vais parler des aspects structurels du roman, de façon plutôt théorique. Le 1er février, je vais faire une introduction au féminisme en tant que discours, théorie, la présence du féminisme dans la littérature, mais j'aimerais quand même laisser une demi-heure pour parler déjà sur le roman Les Impatientes. Donc, commencer dès aujourd'hui à lire Les Impatientes parce que je vais essayer de commenter certains passages ou répondre à vos questions déjà le 1er février. Et puis, le 8 février, on va avoir un cours entièrement centré sur Les Impatientes et on va discuter les détails du roman. D'accord? Et après les cours, on aura une activité sur le roman. Une activité simple. Je vais pas. Le plus important, c'est le débat autour de l'œuvre. Mais je dois vous évaluer aussi et je vais vous demander une activité simple. Petite réflexion, un texte court de, je sais pas, 300 mots, comme je vous demande. Ça fait un paragraphe, pas très long. Okay? C'est bon. Et puis, nous aurons 2 semaines pour Annie Ernaux. Mais Annie Ernaux, l'événement, ça fait 60 pages. C'est un livre court. Modiano, j'ai prévu aussi 2 semaines parce que c'est un roman court. Et je voudrais laisser les temps pour Thésée, sa nouvelle vie. Et comme ça, vous allez voir, nous avons 4 semaines pour parler de Thésée, sa nouvelle vie. OK? On va parler du roman et de ces questions de post-mémoire, choix. Je vais vous présenter une bibliographie ou des idées autour de ces thèmes et on entre dans les détails du roman aussi. Ça va? Amanda? Oui, salut, professeur. Salut, ça va? Ça va, et vous? Oui, très bien. Je suis content de te voir là parce que ça fait
dès les débuts de la pandémie que tu as arrêté les cours, n'est-ce pas? Oui, c'est à cause de mon travail et à cause de la vie de manière générale. Donc, Ouais, c'est très compliqué, très, très compliqué. Bon, mais ouais, je sais. j'espère que je peux finir cette semestre-là. Mhm. Euh, donc, j'ai un doute. Qu'est-ce qu'on va Oui. faire aujourd'hui? Jeudi, il n'y a pas de cours. Ah, oh D'accord? oui. Ouais, ouais, parce que peut-être pour toi, Amanda, comme tu n'as pas suivi les cours à distance depuis le début de la pandémie, l'université, l'UNB, nous a demandé de réduire les cours synchrones comme aujourd'hui en raison de stabilité d'Internet, les paquets, le forfait de données des étudiants aussi, la difficulté à la maison avec les tâches ménagères. Il faut, parfois on est à la maison avec les parents plus âgés ou les enfants, etc. Et donc, dès le début de la pandémie, qu'on a réduit les cours synchrones ensemble. Et comme ça, je vous laisse et vous pouvez profiter aussi l'horaire de jeudi, par exemple, pour étudier et faire les activités de la discipline. Ah Et oui. comme je disais au début, je vais essayer de remplir ces temps aussi avec une vidéo, une conférence, un podcast ou quelque chose comme ça. Et aussi, je suis disponible si vous voulez discuter un sujet avec moi ou si vous m'écrivez, si vous avez une question et vous voulez m'écrire à propos de votre question. Jeudi, l'horaire du cours, c'est aussi, on peut l'utiliser de cette façon-là. Ah OK? oui, très bien. Merci, professeur. De rien. Hannah? Oui, professeur, juste pour être sûr, nous aurons des cours que les mardis Oui. ou ça peut changer? Non, normalement, ça va être mardi de 10 heures à midi, normalement. Mais parce que je n'ai pas vérifié, là, je ne suis pas sûr, s'il y a des jours fériés pendant ce semestre qui tombent sur mardi. Si nous avons, pour ne pas perdre une semaine de cours, s'il y a un jour férié mardi, je vais remporter les cours au jeudi. Mais je ne sais pas si je peux vérifier ça, profiter le temps, calendário MB. Parce que je sais que pour le cours de panorama, oui, il y a il y a un jour férié, jeudi, si je ne me trompe pas. Voyons ici. Et comme ça, je te réponds sûrement. D'accord. Oui, par exemple, le 1er mars, c'est le carnaval. Et donc, au lieu d'avoir, comme nous n'aurons pas cours le 1er mars, nous aurons cours le 3 mars. C'est un jeudi, mais je pense que c'est le seul jeudi qu'on aura cours ce semestre. Donc, c'est le 3 mars. D'accord? Et éventuellement, comme vous savez, j'ai un petit enfant à la maison, Caïtan. Il est âgé de 10 mois. Et parfois, on fait des nuits blanches pour une raison quelconque. Et si, en fait, ça devient, c'est plutôt calme. Mais si j'ai un souci avec lui et j'arrive pas à dormir la nuit, je peux annuler les cours et remporter les cours à jeudi pour éviter de vous endommager, n'est-ce pas, avec la perte d'un cours. Mais normalement, je vous dis,
préalablement et j'essaye de compenser les cours après. D'accord? Mais normalement, mardi, de 10h à midi. Sauf le 3 mars, en raison du carnaval. En raison du carnaval qu'on va passer à la maison, n'est-ce pas? Mais c'est un jour férié quand même, vous pouvez profiter avec la famille. Famille de folie. Pas de fête dans la rue cette année encore. Et une autre question, c'est... Non, c'est bon. Et je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer la plateforme, comment j'ai organisé les documents, les fichiers, etc. Donc, vous voyez ici, n'est-ce pas, c'est la vision que vous avez du cours, n'est-ce pas, de la plateforme. Donc ici, bienvenue dans littérature française romance. Ici, c'est le canal général que nous avons ici. C'est où je vous laisse des messages à propos du cours, n'est-ce pas? Tout message, je vais poster ici. Et nous avons les canaux ou les canaux. Je préfère les canaux, mais il me semble qu'on peut dire les canaux aussi, parce que c'est pas un mot français. Mais je préfère un canal. Nous avons le canal général, où il y a toutes ces informations, ou le message général que je vous laisse. Nous avons un canal activité, parce que les notifications sur les activités à propos des romans, vous allez les recevoir ici, dans les activités. Et si c'est une formation à propos des activités, je vais mettre dans ce canal-là parce qu'on concentre les informations dans le canal approprié. Et il y a le canal dissertation aussi à propos de chaque de problèmes généraux, des problèmes généraux à propos de la dissertation. Je vais créer ici un canal pour chaque livre de la dissertation aussi. Et comme ça, les jours de séminaire, du débat, c'est plus facile de faire les rendez-vous, les réunions. D'accord? Je vais faire ça pendant la semaine. Et sinon, ici, tout en haut, nous avons publication et nous avons fichiers. Les fichiers, c'est l'espace, l'onglet dans lequel vous allez retrouver tous les documents utilisés dans ces cours. Donc, vous entrez, vous cliquez sur support des cours. Vous allez retrouver un fichier introduction, littérature et féminisme, la Shoah et la post-mémoire et les romans de la dissertation. Les romans de la dissertation sont déjà disponibles ici. Leila Slimani, L'Ecclésio, Houellebecq et Marguerite Duras. Donc, vous pouvez déjà regarder les romans avant de choisir lesquels vous voulez. Ici, tout en bas, vous avez le programme du cours. Je l'ai partagé dans le canal général, mais il est disponible ici aussi. Dans l'introduction, vous allez retrouver un fichier, la structure du roman. Ici, vous allez retrouver ce texte-là, ils ne sont pas en français parce que je n'ai pas toute cette bibliographie en français. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 livros de cette série Princípios. É uma série de livros básicos, assim. Princípio, né? Vamos dizer assim, uma introdução sobre o tema. Então, a gente tem o primeiro aqui, que é como analisar narrativas, o segundo, foco narrativo, que vai falar um pouco sobre o narrador, a personagem, temos aqui espaço e romance, e temos
o enredo. São aspectos estruturais do romance. É disso que eu vou falar semana que vem. Então, são os livros dessa série Princípios, que são bem básicos, uma introdução geral sobre o tema. E depois, por isso que vocês vão ver que tem 1, 2, 2, 3, 3, porque primeiro vem o livro da série Princípios, e depois tem um livro ou um texto mais específico, vamos dizer assim, mais acadêmico sobre o tema. Então, eu preciso verificar isso aqui, se eu coloquei o livro certo do Anatol Rosenfeld, porque o que me interessa aqui é um texto sobre a personagem. Não, desculpa. A questão é a seguinte, é porque tem um livro aqui da Cândida Gancho sobre como analisar narrativas. E no texto-contexto do Anatol Rosenfeld tem um livro sobre o romance, reflexões sobre o romance moderno, que é um panorama sobre o romance moderno de maneira geral, não só sobre romance francês, mas sobre romance em geral. Aí aqui tem o foco narrativo e tem esse ensaio célebre aqui do Norman Friedman sobre o ponto de vista na ficção, ponto de vista sobre o foco narrativo. Aí tem o livrinho da Betty Bright, bem famoso, e aí tem aqui um livro que tem ensaios do Antônio Cândido, do Anatol Rosenfeld, esqueci o Prado e o Gomes aqui, mas o ensaio que me interessa aqui é do Antônio Cândido sobre o personagem. Aí tem esse livrinho aqui da Silvana Pessoa e Luiz Alberto Brandão, que foram meus professores na UFMG, sobre sujeito, tempo e espaço ficcionais. Aí eles têm uma parte sobre o tempo na ficção e uma parte sobre o espaço na ficção, que são bem interessantes. E aí tem o livrinho do Antônio Dimas sobre o espaço e romance, e tem o livro da Samira Nahib sobre o enredo, e esse Forster, Aspectos do Romance, ele é um escritor, se não me engano, norte-americano, que foi convidado a dar uma série de conferências, e aí, nessa série de conferências, tem a personagem, tempo, espaço, narrador, que mais? Tem todos esses aspectos estruturais, mas aí ele tem um sobre o enredo ou história, né? Vocês devem lembrar daquela diferença que a gente fazia, que hoje não existe mais em português, entre história com H e história com E, né? Então ele vai falar um pouco sobre isso tem um capítulo sobre isso. Aí, como eu não achei nenhum ensaio específico sobre o enredo, eu aproveito o livro dele aqui, que tem os outros aspectos, tem o espaço, narrador, personagem, mas tem também a história, que seria isso, né, o plot, o enredo, a intriga do livro. E aí já é um texto mais longo, mais denso e tal. Então isso aqui está aqui como leitura complementar, e todos esses aspectos aqui, eu aproveito o tempo para dizer, cada um desse aspecto aqui pode, não é que tem que ser, pode ser um dos temas de análise da dissertação. Vocês podem pegar, por exemplo, o romance da Leila Slimani, Chanson Douce, e trabalhar o foco narrativo. Vai fazer uma análise sobre o narrador no romance. Ou pode analisar uma personagem. Que mais? O espaço, por exemplo, o romance que a gente vai trabalhar junto, na verdade, né? o Dora Bruder, que fala muito de Paris. Então, a cidade de Paris o espaço da história, pode ser um tema de análise. Esses aqui são temas, vamos dizer assim, da estrutura do romance. A gente pode analisar um romance de um ponto de vista formal, olhando algum desses aspectos aqui. E vocês podem, claro, eu estou falando disso aqui porque eu acabei não falando na hora que falei da dissertação.
Vocês são livres para escolherem o tema que vocês quiserem analisar do romance que vocês escolherem para dissertação, né? Pode ser, então, um tema formal, narrador, personagem, espaço, tempo, como pode ser um tema, um problema do romance, eu digo um tema no sentido assim, sei lá, a relação marido-esposa, relações sociais, por exemplo, no caso do Chanson Douce, né, que tem o casal e a babá. Então, qual que é a relação social mesmo? Diferenças entre classes sociais é uma possibilidade. Uma outra possibilidade ainda no romance Chanson Douce é a diferença entre idades, né? As crianças e os adultos. Ainda no romance Chanson Douce, a dedicação à vida profissional ou o embate entre vida no lar, né, o cuidado com as crianças, com o casamento e a carreira profissional. Então são temas, né, que são tratados pelos romances, que podem ser objeto de análise, e vocês podem também escolher um aspecto formal se quiser. Então, se escolherem um aspecto formal, vocês têm aqui já uma bibliografia de base inicial para poder usar isso. Tá bom? Falando em português, que está aqui em português, eu acabo misturando as coisas. Puis, ici, nous avons un fichier théorie du roman. Et ici, j'ai mis... qu'est-ce qui se passe ici? En fait, je crois que j'ai oublié ou peut-être il y a un problème ici. Je ne sais pas si j'ai effacé ces fichiers-là, ou je vais vérifier ça après. Parce qu'il y a une bibliographie sur la théorie du roman, comme Lukács, même Balzac, l'écrivain, le romancier français du XIXe siècle. Donc il y a toute une théorie autour du roman qui devrait être là, et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas présente. Probablement j'ai oublié de glisser ou de télécharger les textes ici. Je vais le faire, mais encore une fois, les textes théoriques ici, ils sont des textes, la plupart de ces textes sont hyper denses. Donc, je vous laisse ici comme référence et comme bibliographie complémentaire si vous voulez vous approfondir dans la théorie du roman. Et aussi, un souci que j'ai normalement dans les cours, c'est de vous fournir du matériel si vous voulez faire, par exemple, un projet de master ou un projet de PhD, d'initiation scientifique, ou même pour la dissertation, ou comme vous voulez, n'est-ce pas? Raison pour laquelle je vous rends tous ces matériels disponibles, mais ils ne seront pas des lectures obligatoires. Et ça, c'est dans les fichiers introduction. Et dans l'introduction ici, vous allez retrouver aussi d'autres textes sur les aspects généraux, les aspects structurels du roman. Et ce sont des textes classiques autour du roman, comme Gérard Genette, et je vais vous introduire quelques aspects de ces théoriciens, parce que, par exemple, Genette, il appartient à un courant de la théorie ou de la critique littéraire qui s'appelle structuralisme. Et il a quelques travaux sur la structure du roman, mais aussi, par exemple, Seuil, ce livre-là, il va parler d'une série d'aspects externes au roman, mais qui peuvent aussi être objets d'étude. C'est-à-dire la couverture du roman, la préface,
la postface, quoi d'autre, la correspondance de l'écrivain, les interviews de l'écrivain. Donc, au fur et à mesure que nos discussions nous mettent en contact avec ces questions, je peux faire référence à un de ces textes-là. D'accord? Et voilà, par exemple, Michel Raymond, le roman Depuis la Révolution, c'est une espèce de livre d'histoire du roman français depuis la Révolution française. Donc, si ça vous intéresse pour un master ou pour vos études, etc., c'est un bon livre, n'est-ce pas? C'est comme je fais ici ce travail de, comment on appelle ça? Une présélection, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et je reviens au support des cours. Nous avons donc ici littérature et féminisme. Nous avons un fichier pour Annie Ernaux, et vous allez retrouver ici le roman L'événement, et une bibliographie complémentaire aussi, d'accord, qui sera importante, mais pas de lecture obligatoire. Et par contre, il n'y a pas, je pensais que c'était tout complet, quoi, mais il n'y a pas le fichier sur Djali Amadou Amal, il faut mettre ici. Mais nous avons donc Féminisme en France, toute une bibliographie. Je vais vérifier ce qui se passe ici parce que je pensais qu'il était présent. Je fais la transmission oui, je viens de voir ton message ici en académie sur le chat. J'ai oublié de transmettre ou d'ajouter le roman Les Impatientes. Mais je pensais qu'il était complet. Et parce qu'en fait, je vous explique, il y a l'application parmi toutes les applications disponibles sur Microsoft. Et normalement, je fais la transmission des fichiers et ils apparaissent ici. Et je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être j'ai eu un problème de connexion quand j'ai fait ça. Et les fichiers ne sont pas complets. Mais je vais le faire cet après-midi. Par contre, voilà, en fait, oui, je comprends ce qui s'est passé. Les documents sont ici et pas dans les fichiers. Donc, Simone de Beauvoir, Hélène Sixou, Julia Kristeva et Monique Wittig, ce sont des théoriciennes du féminisme en France qu'on va travailler. Virginie Despentes aussi. Donc, c'est ça. Le texte, ils sont ici, mais pas dans les fichiers. Je vais le mettre dans les fichiers pour bien organiser. Et il y a ici un fichier de lecture complémentaire. La plupart de ce texte est en anglais parce qu'il y a une très longue bibliographie théorique et historique de cette relation féminisme et littérature en anglais. Et donc, je vous laisse ici, pas évidemment comme bibliographie obligatoire, mais si vous voulez lire un peu plus, préparer un projet, il y a ici déjà pas mal de choses pour vous aider à préparer un projet au cas où vous vous intéressez à cette thématique. Donc, je vais organiser les textes qui sont ici à l'extérieur, je vais les mettre dans le fichier plus tard. La Shoah et la post-mémoire. Nous avons donc ici Camille de Toledo. Je crois que le roman est là. Oui, très bien. Ici, ça marche. Ici, ça marche comme apporte d'espérance de C.F. Sands. On l'ouvre et on voit si il y a une surprise ou pas. Donc, vous voyez, il y a le livre de Modiano et une bibliographie complémentaire, critique, c'est-à-dire. Et nous avons ici un fichier sur la post-mémoire avec des textes théoriques sur le sujet de la post-mémoire et
finalement, Shoah, nazisme et fascisme. Aussi une bibliographie théorique et historique à propos de cette thématique, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que tout est presque complètement organisé. Et le livre de dissertation, voilà, c'est fini. Ah, et ici, vous allez trouver aussi les devoirs, n'est-ce pas? Ils ne sont pas tous attribués pour l'instant parce que j'ai bien organisé ici pour attendre la bonne date et comme ça, les activités seront attribuées au moment précis. L'activité du débat, elle est déjà disponible, mais ce n'est pas une activité à rendre. C'est juste un rappel du débat le 15 février. D'accord? Et sinon, je pense que c'est tout. J'ai tout parlé, je pense. Et est-ce que vous avez encore des questions ou c'est bon? Non. Non, c'est clair. Ok. Et donc, vous voyez aussi, j'ai essayé de faire un cours complet autour de ces deux thématiques, féminisme et Shoah et post-mémoire. J'ai choisi des livres, des romans, à mon avis, très intéressants pour la dissertation et pour les débats en classe, ensemble. Et j'espère vous motiver pour ces lectures à partir de l'intérêt de ces lectures, parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de... Il y a des romans assez touchants, d'autres qui posent des questions importantes pour notre moment historique et pour notre vie personnelle. Et sinon, ce que je trouve plus spécifique de ce cours de roman, c'est que à l'extérieur du cours de lettres, la plupart des lecteurs, des gens, vos parents, vos amis, ils lisent des romans, n'est-ce pas? Même si la lecture du roman, elle est plus longue, n'est-ce pas? Parce que les romans, assez souvent, ils sont plus longs. Mais les lecteurs, la communauté des lecteurs externes au cours de lettres, lit normalement des romans, je veux dire, en détriment de la poésie et du théâtre. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le roman, il est tellement important pour la littérature aujourd'hui que c'est la lecture littéraire la plus importante de façon générale dans la société. Les gens qui lisent la poésie, c'est un public très spécifique, étudiants en lettres ou de poètes et amateurs de poésie. Le théâtre aussi, assez souvent, c'est restreint aux acteurs et étudiants de lettres qui s'intéressent au théâtre. Par contre, des gens qui ne sont pas chercheurs ou qui étudient la littérature et les langues, quand même, ils lisent des romans. Donc, je pense que c'est un cours important et c'est-à-dire académiquement, c'est important, mais pour la vie aussi, même si dans votre vie professionnelle, vous allez devenir professeur des langues, vous allez vous concentrer sur l'enseignement de la langue française, le roman reste un lieu important de la transmission des valeurs culturelles et aussi des transmissions d'enjeux, ces mots différents, enjeux, são questões, problemas, j'écris ici sur le chat, enjeu, et le pluriel avec un X. C'est un mot de traduction difficile. Des traductions difficiles. Mais le roman reste ce genre littéraire par excellence
de la transmission des valeurs culturelles et d'enjeux sociaux. C'est ça. D'accord? Raison pour laquelle je pense que c'est un cours assez important pour la langue française, pour la culture littéraire et pour les valeurs morales, personnelles que nous construisons chacun, chacune, individuellement à partir des expériences de vie et de lecture. C'est ça. Hannah, tu as levé la main? Je vais me poser une question. Não, só para dizer que eu concordo, realmente, assim, eu vejo o romance se fazendo presente. Minha irmã mesmo, ela tem 3 crianças pequenas, que falta enlouquecer a gente, e eu não sei como ela arruma tempo, mas ela sempre tem um romance em mãos. Ela sempre está Voilà. lendo. Ué, eu tive na casa dos meus pais para o Natal e levei para o meu pai o Para Sempre Alice, que tem filme, né, e tem o romance. Meu pai está com 84 anos, aí liguei para ele anteontem e ele falou que tinha terminado de ler o romance. E ele é engenheiro de formação. Pois é, tá aí. Pois é, e não lê poesia, nem teatro, né? É só um exemplo, né? Não é a verdade sobre isso também. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est une constatation, n'est-ce pas? Le langage du roman est plus facile et plus et communique plus, c'est ça. La poésie, par exemple, c'est un genre littéraire assez hermétique, n'est-ce pas? Et c'est drôle parce que nous avons la chanson populaire qui a une proximité avec la poésie, mais la chanson arrive à être plus populaire, mais nous avons des chanteurs, des compositeurs brésiliens comme Djavan, par exemple, qui assez souvent est dit comme hermétique. N'est-ce pas? Si vous prenez une chanson de Djavan et essayez de la comprendre complètement. C'est une poésie, c'est un poème, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien, mais j'ai des collègues du département qui se moquent de moi parce que j'aime Djavan. C'est ça. Mais je pense que c'est joli, c'est beau comme chanson. Voilà. Donc, on termine ici aujourd'hui. C'est pour cette présentation. Et si vous avez des questions dans les prochains jours, n'hésitez pas à me poser. Vous pouvez m'écrire dans le canal ici, le canal général. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez attirer mon attention, vous pouvez marquer mon nom, taguer mon nom avec @Daniel et votre question servira à tous et à toutes. Et si vous voulez aussi, vous pouvez m'écrire dans les privés, dans les chats privés de Teams aussi. Et donc, je suis assez disponible, comme vous savez, n'est-ce pas? Et voilà, bienvenue et je vous souhaite bon courage pour ce semestre, qui sera encore un semestre à distance. Même avec l'explosion de cas de Covid-19, avec l'Omicron, je pense que ça va mieux parce que nous sommes vaccinés, mais encore un semestre à distance. Mais on fait ce qui est possible. Donc, prenez soin de vous, utilisez toujours le masque parce que la pandémie n'a pas encore fini. Et je vous dis au revoir et à mardi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci, professeur. Au revoir. Prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir, professeur. Au revoir.